Bon, et bien, après des semaines et des semaines et des semaines à en parler, je crois qu'il est l'heure. Comme avant chaque journée de Ligue des Champions, nous allons booker, je pense, assez rapidement, parce que j'ai vraiment trop envie de parler de ce match, mais nos autres clubs français, des magnifiques matchs en perspective, évidemment, le Real, le Barça, je vous donnerai mes pronostics sans aucun problème. Mais ouais, ce match-là, il va être absolument dingue. Et petite annonce à vous faire, normalement, ce mercredi, il y aura un live avant PSG City, je vous attends nombreux, je sais pas, mais je vous attends avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. Peut-être ce mardi, je ne sais pas, nous verrons bien. Et voilà, je vais être honnête avec vous. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles je pense vis-à-vis de ce match-là et des autres matchs, mais voilà, vis-à-vis de PSG City, j'essaierai d'être un maximum cash avec vous. Je suis là aussi pour être cash. Je sais que vous aimez ça, mais j'aime également l'être. Et voilà, j'essaie de l'être un maximum. J'ai des choses à dire, je l'ai dit. Et j'ai vraiment beaucoup de pensées vis-à-vis de ce très très beau PSG City. Mais avant toute chose, vous connaissez le disclaimer, c'est des pronostics. Moi, je fais ça pour jouer, c'est un jeu pour moi. Je me prends pas du tout au sérieux. Ça reste un match de football entre deux adversaires. Tout peut basculer d'un côté comme d'un autre. Voilà, tranquillement. Et si vous n'êtes pas intéressé par l'ensemble de la vidéo, allez voir le passage qui vous intéresse. PSG City, comme on dit, le meilleur pour la fin. On terminera avec PSG City et on va commencer, je pense, par aller les matchs pour moi les plus évidents en premier. Real Madrid, Salzbourg, on va commencer par celui-là. Alors, je vais être, je pense, assez expéditif par rapport à tous les matchs parce que j'ai vraiment envie de parler de la fin. Concernant ce match-là, Real Madrid, Salzbourg, bon, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, c'est un non-match, hein. Le Real Madrid devrait normalement gagner. Pour moi, il n'y a quasiment aucun débat. Est-ce que je vous dis à quel point je sens la victoire du Real? Allez, je la sens à 95-5, 98-9-1, enfin, faut être assez honnête quand même. Malgré, le fait que le Real, voilà, a quand même, vécu, allez, quelques matchs un peu humiliants, notamment contre le Barça. Bon, à la fin, c'est une équipe qui gagne, hein, voilà, le jeu du Real va avoir certains soucis, mais c'est le Real Madrid, c'est une équipe qui est vraiment incroyable au niveau des individualités et je trouve que collectivement, il y a eu 2 matchs de très haut niveau, notamment le dernier contre Las Palmas qui fut sûrement le meilleur match du Real cette saison. Exceptionnel. Kylian Mbappé dans une forme absolument choquante. J'ai trouvé des joueurs comme Ceballos absolument lunaires. Valverde toujours aussi fort. Bon, globalement, le Real est beaucoup plus fort. Voilà, Salzbourg, soyons très clairs, si on se base sur le classement, même s'il ne faut pas regarder que le classement. Voilà, le Real, en plus, a besoin de points. Salzbourg est pas totalement éliminé, je crois, mais en vrai, je pense qu'ils sont éliminés ou quasiment. Bon, voilà, une équipe globalement assez faible qui a pu jouer notamment contre le PSG et qui n'a littéralement pas existé du match entier. Bon, voilà, je vais vraiment pas développer plus longtemps. Real Madrid-Salzbourg, le Real, pour moi, gagne à 99%, même avec le bord, même avec les mecs comme Hendrick ou quoi, qui en vrai ont bien joué sur le dernier match. Real Madrid devrait quand même le faire de manière assez cool. Je vais enchaîner directement avec ce beau Benfica-Barcelone. Alors, je rappelle quand même d'un point de vue classement, Barcelone se met très bien. Et elle est littéralement deuxième, cette équipe, derrière Liverpool, sûrement l'équipe européenne la plus compétitive actuellement. Mais voilà, le Barça reste très fort, aura en plus vraiment bien frappé le Bayern en poule. Benfica devrait normalement se qualifier avec 10 points. C'est pas totalement fait quand même, attention. Mais voilà, sauf accident, j'allais dire, en vrai, on verra bien. Benfica avec un point, normalement, est totalement qualifié, donc voilà. Alors le truc, c'est que le Barça, en fait, il y a une double analyse à faire. Dans l'absolu, je vais quand même vous donner mon pronostic directement. Je vois quand même une victoire du Barça, mais attendez, je vais développer parce que, ouais, le nul me paraît quand même possible. Par contre, une petite défaite du Barça, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Quand je vous dis qu'il y a une double lecture à faire de ce Barça-là, c'est que c'est un Barça, ben, qui peut complètement annihiler, des grandes équipes comme le Real. Magnifique, vraiment match exceptionnel jusqu'au rouge de Chesney, où ils n'ont plus, trop encaissé. Qui peuvent également enchaîner, voilà, des 5-1 contre le Real Betis avec, beaucoup de finition, beaucoup de qualité et un peu, en fait, échouer, par exemple, contre Getafe qui a eu un match assez compliqué, notamment en seconde période au niveau de la créativité. Première période, ça a été également pas la folie furieuse, hein. Maintenant, il y a quand même eu des occasions, des gros ratés. C'est une équipe, je trouve, le Barça, qui dépend beaucoup de son équipe type, qui dépend de la performance de ses meilleurs joueurs individuels, Lamine Yamal, Rafinha, entre autres, qui dépend de sa finition. Dans l'absolu, ça reste une équipe qui est quand même meilleure, hein, il faut le dire. C'est très fort. Avec toute la qualité de Benfica, hein, il reste des bons joueurs, notamment d'expérience, comme Otamendi, des gros potentiels comme Kökçü ou quoi, le Turc. C'est une belle équipe, il y a pas de problème. Maintenant, voilà, Benfica, voilà, peut-être pourquoi pas faire un truc. Il y a quand même eu des défaites un peu gênantes là récemment. J'ai pas un immense avis sur ce match-là, si ce n'est de se dire que le Barça va quand même y aller en mode conquérant, va y aller littéralement en étant une équipe meilleure. Je ne pense pas que Benfica soit une équipe imperméable, que ce soit au contre, transition ou juste à la puissance offensive du Barça.
Dans l'absolu, le Barça pour moi l'emporte. Maintenant, je dis attention, je vais clairement pas monter, à 80, 90, 10 ou quoi. Je serai plutôt sur, allez, du 60, 65 pour le Barça. Je vais pas monter trop parce que je pense quand même que Benfica peut profiter d'un Barça qui peut avoir manqué de finition. Mais disons que Barça ouvre le score, par exemple. Pour moi, Benfica ne peut plus, trop résister parce que c'est une équipe sous la mentalité flic qui attaque, 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 attaque jusqu'à la fin, mais qui dépend de la finition. Si un Barça a les finitions sur ce match-là, je me fais vraiment pas de soucis. Benfica ne peut pas tout tenir. Maintenant, on verra bien, ça peut être intéressant. Je comprends les gens qui voient un nul. Les gens qui voient une défaite du Barça, ouais, franchement, je pense que c'est vraiment une dinguerie, la défaite du Barça, il y en a eu, hein, cette saison quand même. La dernière, défaite du Barça, c'était contre l'Atlético Madrid. Un match que le Barça a dominé de A à Z, hein. Le L'Atlético a fait la même chose contre le PSG, 2 contre ou je sais plus quoi. Ils ont gagné. Une défaite également contre les Leganés, mais bon, voilà, également beaucoup, beaucoup de ratés et une production un peu plus fébrile. On verra si Benfica joue le bloc bas, ça peut gêner le Barça. Dans l'absolu, je vois mal le Barça encore échouer. Je vais dire, petite victoire du Barça ici à 60-65. Eh bien, écoutez, si on parlait de l'immense Stade Brestois, évidemment, club légendaire, hein, qui est actuellement 7e de la Ligue des Champions. Incroyable, je suis tellement heureux pour ce club, sincèrement. Brest qui sera qualifié pour la suite, qui va jouer, ce match-là donc contre le Shakhtar. Alors ce sera un match délocalisé évidemment, vous en doutez, vis-à-vis de toute la guerre qu'il y a eu. Le Shakhtar Donetsk avec 4 points n'est pas totalement éliminé, mais honnêtement, ça pue énormément. Même s'ils remportent leurs 2 derniers matchs, tu 10 points avec un goal average aussi négatif, il faudrait gagner avec beaucoup, beaucoup de buts. C'est possible, mais honnêtement, c'est extrêmement compliqué, contrairement à Brest. Donc ce match-là, il a 2 lectures. Est-ce que Brest va faire tourner? Sachant qu'ils sont qualifiés, peut-être quand même. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que voilà, Brest a quand même une belle phase, hein, il faut le dire. Alors il y a une défaite contre Angers, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de victoires de suite en vérité. Une défaite ici contre Lille, voilà, depuis ce passage un peu sombre. Bah, Brest gagne, 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 gagne beaucoup même. Et alors, un match, le dernier match notamment contre Rennes, qui soyons honnêtes, était assez compliqué, mais Brest a cette capacité d'abnégation, beaucoup, beaucoup de qualité mentale pour essayer de contenir, on va dire, être bon dans les temps faibles niveau mental et profiter des quelque choses que tu as pour, faire beaucoup de dégâts. Bah, je vous prends, par exemple, un match qu'ils ont remporté en Ligue des Champions contre je vais essayer de le retrouver. Voilà, par exemple, le très, légendaire, Salzbourg-Brest, hein, qui est un match légendaire pour les Brestois. Bah, en fait, ce match-là, je vais pas dire Brest avait des miettes, mais quand vous regardez un petit peu la menace en attaque, elle reflète vraiment le match, hein. En rouge, c'est, Salzbourg et en Brest, c'est, littéralement enfin, en blanc, c'est Brest. Regardez un petit peu, la menace en attaque, elle était largement côté Salzbourg. Maintenant, voilà, il y avait quelques petits moments pour Brest qu'ils ont su exploiter et c'est dans ce sens-là. Brest, tu peux leur donner pas beaucoup de ballons, une petite déviation, un petit contre ou quoi, ça peut généralement bien finir au fond. J'ai trouvé, des joueurs comme Ajorc, très personne cette saison. Simar, Barrois a fait, notamment un match de fou. Je suis plutôt optimiste pour Brest. Maintenant, on verra à quel point ça va tourner. On sait qu'il y a quand même des absents qui sont importants. Le Shakhtar, alors j'ai revu le match contre le Bayern. Ça reste le Bayern évidemment, mais ça peut contrer, OK, il peut avoir un peu de on va dire de projection, mais globalement, c'est faible, hein, c'est faible derrière, hein, il faut être honnête. Je sais pas à quel point je suis pessimiste ou optimiste pour Brest sur ce match-là, mais je vois quand même une équipe du Shakhtar qui n'est pas la plus forte du monde, qui est un peu fébrile défensivement. Pour moi, ça va jouer à quel point Brest va prendre au sérieux ce match-là. Est-ce qu'ils vont faire beaucoup tourner, sachant qu'ils sont qualifiés? Peut-être que le Shakhtar, avec leur envie aussi de gagner parce qu'ils sont en manque de points, ça peut jouer. Dans l'absolu, si c'était un match vraiment, vraiment décisif, je te dirais victoire de Brest. En plus, voilà, on n'est même pas, on est sur un stade de délocalisé en Allemagne. Je pense vraiment que ça peut le faire. Maintenant, allez, je me dis peut-être que ça va pas jouer à fond et je te dirais peut-être un nul. Mais dans l'absolu, pour moi, Brest me paraît plus fort, sur tous les points. C'est quand même une équipe que je suis en Ligue 1. Ça peut avoir un bon, 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 bon niveau. Même au niveau de l'intensité, des intentions, c'est assez fort. On verra bien. Je vais mettre un nul vis-à-vis du fait que c'est pas le match le plus décisif. Après, pourquoi pas? Parce que Brest peuvent se dire on peut avoir cette motivation-là. En gagnant ce match-là, 16 points, tu serais limite qualifié dans le top 8. Enfin, rendez-vous compte du délire de la chose. On va quand même dire un petit match nul. Pourquoi pas avec beaucoup de buts, ça peut être cool, un match un peu débridé et tout. On verra bien. On va dire un petit match nul sur ce match-là. Aïe, 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 aïe. Parlons de notre cher Monaco. Monaco, aïe, 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 c'est un regret cette saison, forcément, parce que bon, déjà, il y a un match alors magnifique en contre Aston Villa qui est cinquième. Et oui, cinquième de la Ligue des Champions, égalité avec l'Inter. Très, très, très bonne équipe, Monaco, qui avait super bien commencé. Attention, alors il y a eu 2 défaites au coup sur coup. Contre Arsenal, assez compliqué évidemment. Voilà, c'est une très, très grosse équipe. Par contre, ouais, la défaite contre Benfica, on s'en souvient, très terrible au niveau de l'arbitrage notamment qui me semblait absolument apocalyptique. Bon, Monaco, ça va pas, soyons clairs. Il y a peu de victoires, alors je vous montre un petit peu les dernières victoires de Monaco. L'Union Saint-Jean,
Coupe de France, Toulouse le 7 décembre, 22 novembre contre Brest et ici contre Strasbourg. Mais sinon, tu prends depuis le 27 novembre, donc ça fait décembre, janvier, quasiment 2 mois. Ouais, Monaco a gagné contre Toulouse et c'est tout. Je vais même pas compter le match de la Coupe de France parce que c'est contre une équipe amatrice. Ça va pas du tout. Amateur, hein, plutôt, bref, c'est vous avez compris l'idée. C'est compliqué pour Monaco et surtout, c'est un Monaco qui me rassure pas des masses. Alors ce match-là, je l'ai vu. Un match, ouais, vraiment, hey, tu pas l'habitude de voir Monaco, je vais pas dire subir autant, mais être un peu fébrile défensivement. On sait que c'est quand même une des équipes en Ligue 1 qui concède le moins d'occasions. Bonne charnière centrale dans l'absolu, bonne animation, mais ça a été compliqué. Je vois un Monaco en crise, peut-être. Je pense que c'est un Monaco en crise qui peut avoir du mal un peu sous pression, je te dirais, en termes de pressing et tout. C'est un peu, du mal à ressortir en ce moment et qui, soyons honnêtes, souffre vraiment, 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 vraiment trop de finition. Il y a pas la finition, va avec Mbolo, alors Biret a été, récupéré, on verra s'il va marquer. Ça va être dur, hein, soyons très clairs, ça va être dur, surtout qu'Aston Villa, alors est un peu redescendu en première ligue, hein, de mémoire. Voilà, on parle d'une équipe qui est huitième, qui est quand même, voilà, dans la course, hein. Regardez ici, Chelsea à 40 points, Aston Villa en a 36, c'est très, très, très serré. Soyons bien clairs là-dessus. Mais, bon, les matchs, d'Aston Villa restent quand même qualitatifs. C'est invaincu depuis quelques temps là en PL. La dernière fois, c'était contre Newcastle, assez forte cette équipe. Et Nottingham, actuel deuxième de PL. C'est, bien, bien revenu, hein, contre Arsenal. Arsenal, aller à l'Emirates. Je rappelle que c'est un des matchs les plus compliqués à jouer en première ligue, bah, d'une saison, hein. Une équipe, en fait, qui a, en plus d'avoir une bonne profondeur de banc, une bonne tactique, un bon coach, en fait, il y a à peu près tout pour faire mal à Monaco. La profondeur, de la vitesse, de la percussion. Tu as des mecs comme Morgan Rogers peut être très très bon. Vraiment, quand il est dans un bon soir, c'est un délire. Oli Watkins peut être très très fort. Sur le banc, il y a un super sub qu'on nomme John Duran avec une finition de fou furieux. Ça va être chaud. Ils ont un des meilleurs gardiens d'Europe avec Martinez, même si je sais qu'il n'est pas très aimé en France. Il est extrêmement fort. Je suis pas très optimiste pour Monaco, je vais pas vous mentir. Alors, j'espère qu'ils me feront mentir. Moi, vraiment, j'espère une victoire de Monaco, hein, il y a pas de problème et tout. Maintenant, voilà, je serai à fond derrière Monaco pour ce match-là. Je pense que collectivement, individuellement, même au niveau de la confiance, de la dynamique, des gardiens, du réalisme pur et dur, que ce soit défensivement ou offensivement, Aston Villa est meilleur, honnêtement. On verra bien, mais allez, un petit sursaut d'orgueil pour Monaco, c'est aussi ce que j'attends à la maison, montre aussi quitter. Et allez, pourquoi pas? Franchement, voilà, là, je vais pronostiquer une victoire d'Aston Villa, on va dire 60-40, mais allez, franchement, Monaco, tu me dis, ils sont dans un bon soir. Imaginez, il y avait Monaco-Aston Villa un peu plus tôt dans la saison, où ils étaient bien en forme, avec un peu plus de réalisme et tout. Ouais, je serais en mode pourquoi pas. Là, je mets, victoire pour Aston Villa, en considérant qu'Aston sera très, 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 compliqué à battre sur à peu près tous les aspects du jeu. On verra bien pour Monaco. Le nul me paraît OK. La victoire, ce serait vraiment, vraiment une dinguerie. Ouais, dans l'absolu, je vais dire une victoire d'Aston Villa ici. Eh bien, dites-moi, ça, c'est un match de haut prestige. Quel match absolument merveilleux entre Liverpool et le LOSC. Bah, le LOSC, soyons clairs, hein, 8e, derrière Brest, 13 points, qualifié pour la suite. Ouais, qui va affronter, Liverpool. Sûrement meilleure équipe d'Europe actuellement, qui aura encaissé un seul but en Ligue des Champions, qui est très forte. Je salue la communauté lilloise qui s'est montrée un peu active sur la chaîne ces derniers temps. Ça me touche, merci beaucoup à vous les gars. Bon oui, soyons clairs, ça va être chaud. Maintenant, il faut dire aussi une chose, ben ouais, c'est aussi, des faits, hein. Voilà la dernière défaite du LOSC, c'est celle-ci. C'est celle-ci, le 17 septembre, contre le Sporting et en Ligue 1, c'est le 13 septembre. Ceci n'est pas une blague. Le LOSC est invaincu depuis 4 mois. 4 mois que Lille n'a plus perdu un match de football. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose, mais c'est exceptionnel. Des victoires contre l'Atlético, contre le Real Madrid, après un réalisme glacial, notamment de la part de David, Zegrova par moment, et surtout de Chevalier. Des matchs qui peuvent être super qualitatifs. Bon, tu as réussi à revenir d'un match contre Nice qui paraissait un peu compliqué. Alors, Nice a beaucoup raté. Voilà, il faut aussi dire il y a des failles dans cette équipe lilloise. Mais bon, Chevalier a notamment pu faire des arrêts assez cruciaux malgré, l'erreur qu'il a pu avoir contre Nice. Alors, soyons clairs, mon pronostic, comment je vais le faire? C'est un match qui n'est pas décisif. Il faut pas oublier, c'est un match prestigieux, c'est cool, c'est beau, mais il n'est pas décisif. Ce match-là, bon, voilà, alors les compos probables que je vois là, je vois à peu près, allez, on va dire la compo titulaire. Bon, Darwin n'est pas trop le titulaire ici, notamment. On verra. Je m'attends à voir un Liverpool qui va tourner. Là, on voit que on va du Chiesa qui n'est pas titulaire, cette saison. Endo n'est pas vraiment titulaire ni rien. On verra, mais un Liverpool qui fait tourner, un peu en mode OK. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas Lille, qui maintient un petit peu son invincibilité. Moi, c'est un kiff. Alors vraiment, j'aimerais vraiment que Lille ne perde pas ce match-là. Maintenant, c'est Anfield.
Très, très, très compliqué. J'ai pas trop de parler de Liverpool, mais c'est, il y a une petite défaite, hein, quand même, il faut le noter ici en cup. Bon, la défaite contre Tottenham, au niveau des stats, vous voyez que c'était un match assez, pauvre. Alors il y a eu des grosses occasions, notamment au niveau, de certains comptes, certaines opportunités. Bon, il y avait, je vais pas dire, des compos trop, trop différentes parce que voilà, on voit quand même qu'il y a des joueurs plus ou moins titulaires, hein. Salah est titulaire, Gravenberch et cetera, ils sont titulaires, tout ça. Maintenant, on sait que la motivation de la cup, c'est pas la même. On le voit très clairement, mais je vais pas dire que ça patine un peu Liverpool. Ça peut avoir un peu plus de mal, mais bon, quand vous prenez le match contre Brentford, deuxième meilleure équipe de première ligue à domicile, qui a fait quasiment que gagner, a perdu, hein, contre Liverpool, après un match où, voilà, si je monte les stats, 37 tirs. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Regardez, c'est ridicule. 8 tirs cadrés, donc c'est vraiment, vraiment peu. Et que 4 grosses occasions, c'est pas assez en vérité. Alors, ils ont tellement, tellement tenté. Ils ont un peu vrillé mentalement. Ouais, je montre un petit peu la composition. Ils ont marqué en toute fin de match avec Nunez, qui sera entré en seconde période. Je sais pas pour ce match. J'ai envie de croire en un gros turnover, de la part, de Slot et un Lille, qui va essayer d'être à fond. Pourquoi pas chevalier titulaire et aller, des arrêts, des arrêts, des arrêts, un petit contre, un petit penalty. Pourquoi pas? Maintenant, soyons clairs, est-ce que le LOSC va perdre pour la première fois depuis septembre? Eh ben, vous savez quoi? Pour moi, non. Le suspense. Non, en vrai, allez, c'est un petit peu mon prono, on va dire, supporter de club français dans l'absolu. Pour moi, Liverpool gagnera ce match-là. Mais je pars du principe que si Liverpool fait tourner, que les joueurs, ils ont pas la motivation du siècle parce que quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés en huitième normalement. Je ne vois pas du tout Liverpool sortir du top, 8. Ça va jouer moins fort. Lille va jouer fort parce que c'est quand même une grosse motivation. Genesio, moi, je trouve ultra, ultra bon tactiquement parlant, notamment pour, réajuster à la mi-temps et trouver des solutions seconde période. On l'a vraiment vu contre Nice, contre l'OM récemment. Ce coach est extrêmement sous-coté. Genesio a battu tout le monde. Est-ce qu'il va battre Slot? Est-ce que Lille peut le faire à Liverpool? Je sais pas à ce point, mais allez, vous savez quoi? Un petit match nul pour Lille et on espère de tout cœur, que ça va le faire, qu'ils gardent leur invincibilité, même si oui, c'est clair, l'invincibilité lilloise risque de prendre fin ensuite. Nous verrons bien. Et enfin, avec un plaisir, incroyable, le match évidemment le plus attendu de cette journée, incroyablement décisif par rapport à d'autres matchs. Voilà, on a parlé de Liverpool-Lille, bon, pas le plus décisif ni rien du tout, mais là, on peut difficilement faire plus décisif que Paris Saint-Germain-Manchester City. Bon, avant de parler du match en tant que tel, je voulais vous remercier pour les personnes notamment qui ont vu la dernière vidéo où je faisais une petite analyse tactique sur ce match-là. Si vous n'avez pas vu, elle est en description. Je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Pour synthétiser, j'évoquais notamment le gros problème du Paris Saint-Germain sur le registre offensif contre Arsenal, contre le Bayern Munich. J'enlève la caméra. Comme vous pouvez le voir ici contre Arsenal, vous avez la ligne de 4 Arsenal et vous n'avez littéralement aucun joueur parisien dans cet espace-là. C'est un des immenses problèmes qu'a rencontré le PSG contre Arsenal, contre le Bayern. Tu as été au rendez-vous au niveau de l'intensité, tu as été bon au niveau du pressing, tu as vraiment réussi à mettre à mal les, on va dire, les possibilités adverses par moment. En vérité, ça, c'était plutôt OK, mais tu n'as pas réussi à être dangereux. Pas une seule fois contre Arsenal, une petite fois, 2 fois contre Bayern, mais c'était pas grand-chose. Et ça, il faut absolument corriger. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je l'aime beaucoup. Et avant vraiment de complètement parler du match, je prends un peu la température. Vous sentez comment avant ce match-là? Je tiens juste à dire que le prono que je vais vous donner, c'est un pronostic. Tout est possible dans ce genre de match-là, de très très haut niveau, il ne faut pas oublier. Et je tiens à dire quelque chose, notamment aux Parisiens qui m'écoutent. Peut-être que vous êtes citoyens aussi ou d'autres. Il ne faut pas oublier, Parisiens, si jamais vous m'écoutez, ok, vous pouvez être stressé pour ce match-là. Et je vais être honnête avec vous, je vais pas dire, je suis serein pour le match PSG contre City, mais je suis pas en panique totale, très honnêtement. Je suis pas, complètement déboussolé et cetera. N'oublions pas que l'adversaire également craint le Paris Saint-Germain. Sincèrement, si vous me dites qu'il y a des supporters de City qui va au Parc des Princes en mode rompiche, comme si rien n'allait se passer, je ne peux pas y croire. Donc on va en parler, très tranquillement. C'est une affiche, exceptionnelle honnêtement. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez pourquoi, contrairement à Arsenal et au Bayern, je suis moins inquiet par rapport à ce City, au-delà du fait qu'ils ont enchaîné des mauvais résultats, ils sont vraiment bien revenus. On va parler du, match qui a vraiment terrorisé, les Parisiens, City Ipswich, qu'ils ont réussi à gagner 6-0. Mais un truc, je vais pas dire on en parle peu, parce qu'on en parle quand même, mais je pense qu'on le met pas assez en avant. Qu'est-ce qui fait que City aujourd'hui est moins fort? Pas que, mais qui est une des explications majeures qui fait que City est un peu moins compétitif, même beaucoup moins par certains moments. Je suis désolé, mais
Alors, le football se résume pas à un joueur. En l'occurrence, là, on parle de Rodri. Le football ne se résume pas à un joueur. Mais quand vous êtes Rodri, qui est, et Pep l'a déjà répété plein de fois, le joueur, je n'ai pas dit un des joueurs, le joueur le plus important du système Pep Guardiola à City. Quand ce joueur n'est pas là, légitimement, ne pensez-vous pas qu'on a une raison d'y croire? Pourquoi Rodri est extrêmement fort, a notamment remporté un ballon d'or, bon, plus ou moins controversé, je ne vais pas y revenir, mais pourquoi est-il à ce point fort? Pourquoi est-il le milieu dans son rôle le plus valorisé du monde du football, le joueur le plus important de Pep Guardiola? Parce que c'est littéralement l'élément qui permet à City d'avoir un équilibre. La conservation de balle de ce joueur, elle est énormissime. La discipline, l'intelligence tactique du joueur, elle est phénoménale. Permettre à City, sous phase de pression, de pouvoir relancer proprement les ballons, de pouvoir conserver tranquillement le ballon, elle est due parce que Rodri existe. Et demander à n'importe quel supporter de City quel est ton joueur le plus important, il te dira Rodri. C'est littéralement le poumon de l'équipe. C'est le joueur qui fait ah, mais je suis relax, il y a Rodri. Il y a Rodri qui va pouvoir relancer proprement, qui va être le régulateur du jeu. Il n'est pas là. Et c'est le premier point que j'ai envie de dire vis-à-vis de City. City a enchaîné, voilà, beaucoup de victoires, tranquillement. Il y a eu une très, très, très grosse phase de crise, énormément de défaites, enchaînées, voilà. Énormément de matchs sans gagner, c'était absolument abominable et depuis le 29 décembre, victoire, victoire. Ici, on a une victoire contre une équipe, de D4, je crois. Un petit match nul contre Brentford, on va en reparler et une grosse victoire contre Ipswich. OK, on est à peu près d'accord là-dessus. Pour vous montrer que j'essaie vraiment de ne pas parler en tant que supporter, mais simplement de ce que je vois. Le match Arsenal-PSG, vous le voyez ici à l'écran, c'est moi ici avec mon ancienne cam, je disais une victoire, d'Arsenal, c'est ce que je voyais. Alors, que j'ai raison ou tort, on s'en fiche, c'est pas l'intérêt, c'est juste un pronostic, vous voyez qu'il y a d'autres pronos que j'ai échoués. Mais je voyais Arsenal-PSG, une victoire de d'Arsenal. Bayern-PSG, je voyais une victoire du Bayern et les propos que j'avais, c'était: «Je sens le PSG pouvoir rivaliser, mais peut-être que c'est un peu trop, peut-être que tu auras vraiment des manques sur certains points» et voilà et au final, il y a eu des erreurs, notamment de Donnarumma, d'accord et tout, mais il y avait un plafond de verre que tu n'as pas su franchir. Bon, aujourd'hui et vous le voyez, hein, dans mon honnêteté, que j'essaie d'avoir, je mets, défaite du PSG, 2 fois. Sincèrement et je vais être cash dès maintenant, je vais le développer. Je ne vois pas Paris perdre contre City. Je ne vois vraiment pas Paris perdre contre City parce que le Manchester City de Pep Guardiola, sans Rodri, est une équipe qui a été différente. Et je vais vous montrer quelque chose de très très simple. Nous sommes sur Data MB et vous avez ici en vert et en bleu Manchester City. Mais en vert, c'est Manchester City de la saison dernière et en bleu, c'est Manchester City de cette saison. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, vous voyez qu'au niveau de la possession, on va en parler après, c'est une équipe en première ligue, en Ligue des Champions, qui a eu énormément la possession cette saison, qu'il avait encore plus la saison dernière. Au niveau de l'attaque, on va en parler également, ça y va. On voit qu'il y a un peu moins de buts, on va dire, sur le ratio 4 par 90 minutes qui est vrai. Mais, et c'est ça qui est important à noter, au niveau de l'aspect défensif, au niveau physique, on va dire les duels, etc., et le pressing, le City de cette saison est bien moins fort que le City de la saison dernière. Notamment parce que Rodri n'est pas là. Et Rodri était complètement crucial vis-à-vis de tout ça. Je peux évoquer évidemment les absences à certains moments de De Bruyne, à certains moments notamment de Ruben Dias qui est revenu, qui est extrêmement important pour ce City-là, c'est vrai, mais avant tout de Rodri. Et quand vous prenez, voilà, là je vous prends le Bayern Munich de cette saison, qu'est-ce que vous remarquez en jaune? Ça n'a rien à voir, hein, vraiment ça n'a rien à voir. Je vais vous enlever alors le City de la saison dernière. Voilà les stats de le Bayern Munich cette saison, et voilà les stats de City. Au niveau du pressing, c'est élite absolue. Au niveau des duels, c'est élite absolue, défense et tout machin. Enfin, c'est le summum du foot. Ce qui se fait de mieux aujourd'hui, le Bayern, vis-à-vis de l'intensité de tout ce que ça met dans un match de football pour pourrir l'adversaire. Si je vous montre le PSG de cette année, très tranquillement, on est sur des choses qui sont assez similaires au Bayern. Voilà, je vous enlève City. Ça se ressemble, mais on l'a vu, le plafond de verre du PSG contre le Bayern, c'était vraiment au niveau d'arriver à être dangereux, ce qui n'a vraiment pas été. Donc ce que je suis en train de vous dire par là, le Paris Saint-Germain sera au Parc des Princes, donc et il va recevoir Manchester City. Manchester City, cette saison, notamment sans Rodri, ne peut pas se permettre, et je vous le dis à 100 de presser comme des dératés, comme le Bayern a pu le faire, chez eux. Ceci n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Alors OK, peut-être qu'il y aura des séquences où City va presser, essayer de chercher vraiment haut, empêcher les relances parisiennes au maximum, mais faire ça tout le match, mais je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas parce qu'ils ne le font pas cette saison. Ils ne le font pas cette saison. Donc, naturellement, vous aurez un PSG qui aura le ballon. Je vois et je m'attends
à avoir un PSG qui aura le ballon sur ce match-là. Par contre, je m'attends pas non plus à voir un PSG avec 80 de possession. Il faut pas abuser non plus. Voilà, je vous ai, pas montré, les derniers matchs de City. Si vous prenez Ipswich, alors je vais y venir sur ce match-là. Ipswich, n'oublions pas aussi une chose, c'est un promu, équipe, qui risque fortement de descendre, en Championship, qui est vraiment faible. Alors, j'ai oublié de le préciser, j'ai regardé, tous les matchs de City de ces dernières semaines, sauf celui contre Everton, qu'ils ont perdu, et j'ai revu en plus les résumés avant cette vidéo pour vraiment me remémorer. Je vous invite à aller voir des résumés, notamment de Ipswich City, même le match, en replay si vous voulez. Ipswich était extrêmement faible, hein, vraiment très, très faible, n'a absolument quasiment rien proposé du match-là. Honnêtement, à part un petit compte, je crois. Voilà, le match était à peu près à sens unique. City, a eu 67 de possession sur ce match-là. Mais c'est moins qu'à une époque, si je vous prends, allez, je vais essayer de trouver un match. Voilà, ça c'est notamment eu un match, qu'ils ont eu en tout début de saison, avant la crise, qu'ils ont subie, contre le Sparta, évidemment équipe très faible. Voilà, 80 de possession, complètement dominé de A à Z. C'est différent aujourd'hui. Si je vous prends par exemple ce match-là contre Brentford, Brentford qui peut imposer un rythme assez important. Voilà, ici on est sur une équipe de Brentford et de City qui sont quittés à 45-55. Voilà, City a moins le ballon et je pense que c'est, je vais pas dire un choix, je pense que c'est jamais un choix, notamment pour Pep, de refuser le ballon, simplement que son équipe a plus de mal à la conservation, même au niveau du pressing, et cetera. Et sur ce match-là, notamment Brentford a subi des occasions, il faut le dire, il y a pas de problème, mais a eu notamment 4 grosses occasions avec plus de finition. Ils auraient pourquoi pas pu gagner ce match-là. On peut dire la même chose de City, mais c'était assez, équilibré globalement. Vous pourrez regarder par exemple ce match-là, hein, contre West Ham, 56 de possession pour City, 44 ici pour West Ham. City a gagné 4-1 avec, notamment CSC et une vraie, vraie bonne finition. Je crois que, non, non, coup franc. Foden a marqué ce coup franc, mais sur un autre match. Mais voilà, quand on regarde les statistiques de la Première Ligue et de la Ligue des Champions, cette saison, on voit que l'équipe qui a le plus de possession en PL, c'est City à 61, et en premier en Ligue des Champions, c'est, City également avec 70. Mais ça a changé. Ces derniers temps, City, je pense, est vraiment descendu au niveau de la possession. Pas vraiment par choix, encore une fois. Je pense vraiment qu'ils veulent le ballon, mais ils ont un peu moins de contrôle. Et on va évoquer, du coup, d'un point de vue, tactique, ce qu'il en est. Alors, vous voyez la composition qu'a, fait City contre Brentford. Je me dis que c'est potentiellement le 11 qui sera aligné, face au PSG. Cependant, j'ai quand même envie que vous notiez quelque chose, c'est que quand vous regardez le match là contre Brentford et le dernier qu'il y a eu contre Ipswich, la différence qu'il y a eu, c'est notamment 2 coups titulaires. Je dois quand même démarrer sur le banc et Savigno plutôt prendre sa place. Gundo titulaire, on va en parler juste après, et Diaz surtout qui est revenu. Il y a un monde où Ruben Diaz joue, directement parce que c'est quand même le taulier absolu, très, très, très important pour cette équipe-là. Je pense qu'il va jouer. Honnêtement, si vous me demandez mon avis comme ça, je pense qu'il va jouer malgré la pression du match. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le double pivot. Parce que Kovacic est, le joueur qui va à peu près jouer. Et honnêtement, et il y a quelque chose que je dois préciser avant de trop développer, Manchester City, si je dois les résumer en quelques mots, une équipe qui, avec ballon, reste très, très forte. Il y a pas de problème là-dessus. Avec le ballon, City, c'est un délire. Foden, De Bruyne, potentiellement Doku, Savigno, Bernardo Silva, qui peut un peu ralentir le jeu. Haaland, personne n'est serein face à ça. Rien que ces 3 noms, Foden, De Bruyne, Haaland. De Bruyne, passeur, de dégénéré du football. Foden, en plus d'être un passeur dégénéré, en ce moment une finition de fou, en vrai depuis qu'il est pro. Haaland, avançant de se générant le plus d'occasions au monde. Tu ne peux pas être serein face à ça, mais c'est avec le ballon. C'est avec le ballon. Et évidemment, en phase de contre, de grosses transitions. Bien sûr que voilà, City cherche énormément la verticalité. Quand Kovacic va prendre le ballon, il va chercher, devant Foden. Foden va passer à l'an directement. La profondeur et tout, c'est une vérité. Mais c'est avec le ballon, globalement, qu'ils sont dangereux. Si City n'a pas le ballon, ces joueurs-là, Kovacic, Gundo, même quand vous avez, Matheus Nunes, qui est dans un rôle de double pivot, c'est un joueur assez un peu spécial, un peu comme vous savez Hakimi au PSG, qui en phase défensive est latéral, mais qui en vérité peut être dans le milieu de terrain et notamment en phase de construction, vous avez compris l'idée, c'est un sort de Hakimi, si je dois faire, grosso modo le truc, mais Nunez, Kovacic en double pivot, ou Gundo ou Kovacic et tout, enfin, avec le ballon, magnifique, mais sans le ballon, non. Sans le ballon, ça ne va pas. Donc imaginez un PSG qui simplement a le ballon, voilà, et va forcer, contraindre City à se replier un peu sur eux-mêmes. Ce n'est pas l'ADN de cette équipe, ce n'est pas le profil de ces joueurs-là. Il y aura des joueurs qui, je pense, individuellement, peuvent te mettre mal, comme un Ruben Dias, par exemple, mais ce n'est pas l'ADN. Gvardiol, c'est un mec dans un système à 3 défenseurs qui est extrêmement intéressant sur l'aspect offensif, beaucoup moins défensivement. Il peut faire beaucoup d'erreurs. Matou Nunes, pareil. Nunes, c'est un mec qui peut être très très fort offensivement, moins sur l'autre côté. Comme on l'a dit, Gundo, Kova, ben, pour le ballon, notamment Kova, pour se projeter, pour terminer, il aura marqué d'ailleurs contre Ipswich,
pour offrir des caviars, il y a pas de problème. Mais sans, 1-1-2, bah, tu peux vraiment les déborder, les déséquilibrer et les trouver un peu perdus. Vous voyez un petit peu le genre d'équipe où tu as l'impression qu'avec une passe, elle est un peu finito. C'est attaque-défense. Vous voyez un peu ce genre de truc? C'est honnêtement le City que j'ai vu ces dernières semaines. Une passe suffit à les déséquilibrer parce que tout a changé vis-à-vis de l'absence de Rodri et les autres blessures qu'on a expliquées, notamment celle de Diaz. Maintenant, il est revenu, donc c'est cool pour eux. C'est faux à quel point un joueur est aussi important, mais c'est une vérité. Je pense que c'est pas assez complémentaire. Bon, Gundo est aussi vieillissant. Je pense que ce serait une folie de mettre Gundo honnêtement titulaire au Parc des Princes. On verra ce que fera Pep, mais ce sera intéressant de savoir. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de tourner à fond mon analyse sur City. Je suis désolé si je parle vite. J'essaie de me calmer juste quand je suis hype. J'ai tendance à parler vite. C'est un défaut que j'ai. Je suis désolé, les gars. Mais simplement, je pense qu'on en fait peut-être un peu trop une montagne. Quand je dis on en fait une montagne, on survend, je vais pas dire City, ça reste une équipe de fou, comme on l'a dit. On peut avoir un match du PSG qui aura le ballon, par exemple, qui pourra s'offrir des opportunités. Pour moi, il y aura vraiment des vraies opportunités, mais avec pas beaucoup de finition. Ça va conduire City à avoir, eux, leurs opportunités et avoir de la finition. Dans les points faibles qu'on a dit de City, problème d'équilibre, problème, voilà, globalement de fait de contrôler un match. Pour City, il y a pas de problème. Mais sur les points forts, oui, comme on l'a évoqué, puissance offensive de dégénérer. Globalement, je te dirais plus de finition parce qu'il y a juste des joueurs qui marquent plus. Enfin, De Bruyne, Haaland, Foden, rien qu'à eux 3, ils ont beaucoup, beaucoup plus marqué en Ligue des Champions que tout l'effectif parisien. C'est une vérité. C'est voilà. Donc, je vais pas dire que c'est 50-50 parce que c'est assez flou, mais disons que je peux vous montrer si vous voulez une compo du PSG que j'imagine. Je ne dis pas forcément que c'est la compo que j'aimerais, alors je vais essayer quand même de bien retrier la chose. Ceci est, peut-être une compo du PSG qu'on pourrait voir face à City. Alors ça c'est la compo que j'imagine potentiellement de Luis Enrique en animation offensive, toujours dans ce 3-2-5, voire 3-3-4, hein, parfois avec, voilà un peu ce côté, Mendes, ici, on va dire au milieu de terrain. Mais, la question majeure pour ce PSG, ça va être qui dans l'axe? On en a parlé dans la dernière vidéo que je vous invite vraiment à aller voir, la question du 9, elle est absolument cruciale parce que sans 9, pour moi, tu ne pourras pas malheureusement te créer suffisamment d'opportunités, tu ne pourras pas être dangereux et on a vu que Gonzalo Ramos, hein, on peut l'aimer et tout, il y a pas de problème, je l'aime beaucoup. Je pense pas du tout que Luis Enrique va le mettre titulaire sur un tel match. Il a été remplaçant sur à peu près tous les gros matchs, contre Monaco, contre Lens et tout. Un mode joker, oui, mais clairement pas en tant que titulaire. Donc j'imagine, soit, si Dembélé revient, un Dembélé comme ça, un petit peu vraiment dans l'axe, qui sait remise, qui sait remettre, les ballons et cetera, il y a pas de problème. Qui sait, également, sentir le jeu et servir de l'heure. Et là, je vous montre une action dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, contre le Bayern Munich. Vous avez ici Fabien Ruiz en haut du terrain va trouver Warren Zaïre-Emery ici qui se présente en train de surface et regardez le rôle de Dembélé qui est très axial. Il aspire complètement les défenseurs, du Bayern et ça permet à Warren d'avoir une occasion importante. Malheureusement, Warren aura une finition négative et tirera hors cadre, mais regardez un petit peu l'action. Vous avez, Dembélé qui aura fait parfaitement son taf, absorbé les 2 défenseurs. Warren seul, qui a la cage ouverte, regardez Neuer est dans le petit filet, enfin sur le premier poteau. Malheureusement, il y a pas de finition. Donc vous comprenez un peu l'idée. Dembélé, on l'a vu, dans ce rôle-là et je pense que ça peut être très qualitatif et vraiment beaucoup plus qu'on le croit parce que même si on a un doué, alors regardez un Hakimi, on va dire assez long de ligne, avec un doué un peu plus axial comme ça et même un Barcola un peu plus intérieur et un Nuno Mendes, beaucoup plus en ligne. En vrai, c'est très qualitatif. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de percussions, beaucoup de qualité technique et quand on sait à quel point ce style-là peut être très, très déséquilibré avec un seul 1-2, avec un seul jeu en triangle, ça peut être très pertinent. On verra bien, je pense que la plaque tournante dans ce match-là pourrait être Dembélé. Peut-être que ce ne sera pas du tout lui, hein, on verra bien. Et je me dis que ça peut vraiment poser des problèmes à City maintenant, voilà. Je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé pour, cette analyse-là. Je conclurai par, ces mots qui, en vrai, sont à peu près les plus importants. Le PSG peut dominer, peut avoir plus d'occasions, peut être plus fort si vous voulez, machin, mais s'il ne marque pas de but, fermez tout. Si le PSG enchaîne une, 2, 3 grosses occasions et ne marque pas, voilà, soyons très honnêtes, ça va pas le faire. Surtout que oui, les points faibles du PSG, on peut les évoquer. Fébrile, je sais pas si c'est le terme, mais exposé en cas de contre, en cas de transition. Quand tu sais potentiellement que City, voilà, n'aura pas forcément le ballon, je vais pas dire ils vont le lâcher, mais il y aura une bataille que je pense le PSG sera au-dessus et les récupérations, citizens où il faudra les empêcher de relancer, je vois quand même City s'en sortir parce qu'ils ont des super relanceurs. Donc dans ces moments-là, ouais, tu t'exposes. Voilà, je ne sais pas à quel point, des mecs comme, allez, Marquinhos et cetera peuvent gérer Haaland, Foden, qui lance machin ou je sais pas quoi, ça peut être très chaud. Donc exposition en cas de transition rapide ou de contre.
La deuxième chose, extrêmement faible sur les coups de pied arrêtés. City est plutôt OK là-dessus, même bon. Ruben Dias y revient, il s'est vraiment marqué, pas que lui, hein, il y en a plein. Donc très, très faible sur le coup de pied arrêté. Interrogation majeure au niveau de Donnarumma. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme point faible? Ah oui, finition, c'est des points faibles importants. C'est des points faibles importants. Maintenant, voilà les points forts et comme je vous dis sur ce match-là, pour moi, au niveau du pressing, l'intensité, le fait de générer et tout, le PSG pour moi sera au-dessus. Maintenant, on verra le réalisme. Si on peut aussi parler de City vis-à-vis de son point faible du réalisme, ce serait le gardien. Parce qu'on ne sait pas trop, hein, voilà, contre Brentford, on avait Ortega qui aura enchaîné pas mal de matchs. Contre Ipswich, on aura eu Ederson. Les 2 ne sont pas les plus rassurants, entre les erreurs qu'ils peuvent faire, entre parfois pas les plus inspirés. OK, ça peut être, un petit point négatif, mais bon, Paris Saint-Germain, Manchester City. Aïe, 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 aïe. Comment vous dire? Comment vous dire? Comment vous dire? Comment vous dire? En tout cas, vous voyez et je pense que vous le reconnaîtrez, je n'essaie absolument pas d'être de mauvaise foi, c'est pas du tout mon but et un supporter parisien comme moi qui essaie de développer au mieux, que je vois Arsenal plus fort que le PSG gagner, que je vois le Bayern Munich plus fort que le PSG gagner, je pense, voilà, ça reflète quand même que, bon, j'essaie d'être un maximum lucide. Je vais être honnête avec vous, je ne vois pas le PSG perdre comme j'ai dit précédemment et on est là pour se mouiller un petit peu. Ça reste du football, ça reste du sport, tout est possible. Pour moi aussi, c'est un joli prono et dans l'absolu, je pense que beaucoup partiront sur ça, un nul. OK. J'ai envie de me mouiller les gars. On verra si j'ai raison. En tout cas sur les pronostics, parisiens, voilà. Sur les gros, Arsenal, PSG, on va dire que c'est passé, même si j'étais triste. Bayern, PSG, c'est passé, même si j'étais triste. Eh ben, on va espérer que ça passe, PSG City, pour les raisons que j'ai développées. Un PSG qui, aura plus le contrôle du ballon, qui sera face à une équipe qui est faible sans ballon, c'est aussi une vérité, qui n'est pas habituée à jouer, soit bloc bas, soit bloc médian, qui, aura réellement, vraiment, je pense, du mal à gérer les ailes, à gérer également une présence axiale qui a beaucoup, beaucoup de mouvements, Doué potentiellement ou, un Dembélé, OK, mais qui aura vraiment cette interrogation: «Est-ce qu'il aura cette finition?» Je vais être honnête avec vous, je vous mets une victoire du PSG là, parce que j'ai envie de me mouiller et cetera. Maintenant, si je vois le PSG être, voilà, très, très comme ci comme ça, complètement, à la ramasse de la finition et tout, bon, je vais être honnête avec vous, ça pue très, très fort. On verra bien, on verra bien, on verra bien. C'est un pronostic, ce sera un match, forcément extrêmement serré et extrêmement incroyablement intense, 55-45 PSG, j'ai envie de te dire. Au Parc des Princes, j'en ai pas trop parlé, mais forcément, il faut que le 12e homme fasse son effet. Il faut leur mettre la pression, il faut leur mettre la misère et contre Arsenal, contre le Bayern, j'étais assez pessimiste parce que ça reste des équipes de pression de trop, trop haut niveau pour nous, peut-être aujourd'hui. Contre ce City-là, qui manque leur joueur le plus important, Rodri, si maintenant tu leur mets pas une pression de fou, tu leur remettras jamais. Sincèrement, tu leur remettras jamais. Donc maintenant, impose-toi, montre que tu les domines, que tu leur fais du mal, que tu as des bonnes combinaisons, tu as beaucoup de mouvements et un peu de finition. Donnarumma ou je sais pas qui, Safonov, soyez réalistes et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Bien les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, très, très longue, je sais. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Le côté, PLC a duré vraiment la large majorité de la vidéo. Encore une fois, je suis désolé si j'ai un peu trop blablaté, un peu trop développé et parlé assez vite. La passion m'envahit, vous le savez bien. Et voilà, ça reste du football, hein, ça reste du foot, vous le savez. On en reparlera en live mercredi normalement sûr. Mardi peut-être aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Trop, trop hâte de voir ces matchs-là. Évidemment, PSG, je ne pense qu'à ça. Ouais, j'y crois. J'y crois, cela n'empêche pas que ça me stresse, que c'est voilà, ça peut être un peu inquiétant et tout, mais il y a possibilité. Honnêtement, de tout ce que j'ai pu voir, je me base vraiment sur les matchs, les contenus des matchs, pas les scores, machin ou quoi. Je suis vraiment à l'opposé de la culture du résultat. Je vois le contenu des matchs du Paris Saint-Germain, je vois les contenus du match de City. Heu, le PSG a les armes, peut le faire vraiment. Hem, City, peut évidemment le faire. Gagner au Parc des Princes pour City, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On verra bien, on verra bien. À la fin, ça reste les détails. Qui, sera le plus réaliste? Est-ce qu'il y aura un carton rouge, un penalty? Vous connaissez la chanson. Ça va être une très, très belle confrontation et ouais, j'espère vous retrouver avec, le grand sourire pour en parler mercredi soir, après le match et si jamais ça passe pas, eh ben, c'est le football. C'est comme ça. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.